Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 17 août 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux efforts de l'État en vue de développer le niveau de vie des citoyens égyptiens par l'initiative présidentielle Haya Karima ou une vie décente. Et on va commencer par une nouvelle importante qui honore nos champions égyptiens aux Jeux olympiques, puisque le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré aujourd'hui ces athlètes et a honoré les athlètes et les entraîneurs qui ont décroché des médailles aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le chef de l'État a décerné l'ordre du mérite sportif de la première classe à la joueuse Feriel Abdelaziz, qui a remporté la médaille d'or au karaté, ainsi qu'à son entraîneur Hani Sheker Qeshta. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également attribué l'ordre du mérite sportif de la deuxième classe à Ahmed El-Guindi, qui a remporté la médaille d'argent au Panthéon moderne, ainsi qu'à son entraîneur Abdelrahman Ali. Le président al-Sisi a aussi décerné l'ordre du mérite sportif de la troisième classe à Renia Farou, qui a remporté la médaille de bronze au karaté, ainsi qu'à son entraîneur Mohamed Abdel Rogi. Hadia Ahmed Melek et Sif Hossein ont eux aussi reçu l'ordre du mérite sportif de la troisième classe après avoir remporté 2 médailles de bronze en taekwondo ainsi qu'à leur entraîneur. Le chef de l'État a aussi décerné l'ordre du mérite sportif de la troisième classe à Mohamed Ibrahim Al-Saïd Kisho, qui a remporté la médaille de bronze en lutte, ainsi qu'à son entraîneur Mohamed Ahmed. Le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé aussi sa fierté des champions d'Égypte qui ont réalisé un grand accomplissement aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Dans un tweet, le chef de l'État a affirmé que ces champions sont les meilleurs modèles pour les jeunes en termes d'excellence, de force et de détermination. Le président al-Sisi a cependant confirmé son plein soutien pour fournir les capacités nécessaires aux athlètes égyptiennes pour garantir leur réalisation et exploits sportifs et honorer le nom de l'Égypte dans les compétitions mondiales. Voilà, c'était donc le grand événement du jour pour l'Égypte. Donc félicitations à tous nos champions, à leurs familles et bien entendu à leurs entraîneurs. Dans quelques minutes, on va tout de suite entamer notre sujet principal pour aujourd'hui qui concerne le développement du niveau de vie des citoyens égyptiens avec l'initiative présidentielle Une vie décente ou Haya Karima. Et nous revoilà de retour et on va tout de suite entamer notre partie débat qui va concerner notre sujet d'aujourd'hui qui concerne le développement du niveau de vie des citoyens égyptiens à travers l'initiative Une vie décente ou Haya Karima, une initiative présidentielle et une priorité
pour le président Abdel Fattah al-Sisi. Et pour parler de cela, nous avons avec nous monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, président de la Fédération internationale des agences immobilières en Égypte. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci pour vous. Alors, on va commencer par un premier reportage qui cite qu'à l'occasion du lancement de la première conférence du projet national Une vie décente pour le développement de la campagne égyptienne, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que ce projet constituait une annonce de la nouvelle République. Il a affirmé que ce projet national, Une vie décente, visait à améliorer la qualité de vie des habitants de 4000 villages égyptiens au cours des 3 prochaines années. On va voir un reportage et on le commente tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution à l'occasion du lancement de la première conférence du projet national Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne. Le président a souligné donc à cette occasion que Vie décente constitue un lancement et une annonce de la nouvelle République, puisque le projet vise à améliorer la qualité de vie des habitants de 4000 villages au cours des 3 prochaines années. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte avait réussi à surmonter plusieurs problèmes économiques accumulés dans le cadre d'un programme de réforme économique, dont le héros était le citoyen égyptien qui a supporté avec une pleine compréhension ses conséquences directes pour sa vie quotidienne. Nous avons de même fait face à une vague féroce de terrorisme qui a coûté la vie à de nombreux Égyptiens, aux membres des forces armées et de la police, a dit le président. Il a remercié dans ce cadre les membres de la police et de l'armée pour les sacrifices qu'ils ont présentés pour défendre la nation. Le chef de l'État a en outre remercié tous les travailleurs et les paysans qui ont travaillé sérieusement pour bâtir le pays. Il a également adressé un remerciement spécial à la femme égyptienne avant de réaffirmer un ton ferme que la sécurité nationale de l'Égypte était une ligne rouge que personne ne peut dépasser. Alors, comme on vient de le voir dans ce reportage, un projet prioritaire pour le gouvernement et bien entendu la présidence égyptienne. Un projet qui va sûrement affecter l'économie aussi, mais on voudrait parler des motifs moteurs de cette initiative. Merci, mais premièrement, on doit dire que cette initiative du président est vraiment par rapport aux autres pays, c'est un record mondial. De point de vue taille, un développement qui s'étend pas justement sur les grandes villes, mais dans les petites villes et surtout dans un niveau qui est vraiment très sensible, très difficile, qui n'a jamais été attaché depuis des dizaines d'années. C'est un record vraiment de très grande taille et très important de point de vue économie, sociale et tout. On peut dire que cette initiative, la taille est très difficile, c'est pas facile, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça indique que maintenant, le gouvernement égyptien, après de grands travaux qui ont été réalisés dans les 5 dernières années dans l'infrastructure et dans la construction des grandes villes, maintenant elle entre dans des dossiers beaucoup plus difficiles est beaucoup plus compliqué et très sensible. Je crois que l'amélioration de la qualité de vie n'est pas justement pour juste la qualité de l'infrastructure, l'eau potable et réseaux sanitaires. Non, c'est beaucoup plus grand. C'est une qualité de vie pour changer la personnalité, la qualité de la personnalité égyptienne pour être beaucoup plus efficace. La production maintenant, c'est le temps d'investir tout ce travail qui a été fait dans les dernières années pour rentrer dans une phase de développement économique. Développement qui n'est pas justement urbain. Économie, c'est-à-dire développement durable dans l'industrie, dans l'agriculture et dans la vie et l'économie de ces gens. Et c'est une grande partie du peuple égyptien. Bon, on a vu dans le reportage que le projet visait 4000 villages en l'espace de 3 années. C'est quand même un délai
énorme et un record si cela peut se faire. Et ce n'est pas justement les 4000 villes et l'entourage de ces villes. Donc les réseaux routiers, d'eau potable, irrigation, électricité. Et c'est très difficile si on a une très grande ville et on travaille à l'intérieur de cette ville, c'est toujours limité. Mais c'est étendu partout. Au Haute-Égypte, ça manque beaucoup de services. Dans les écoles, par exemple, les services médicaux. Donc, elle s'étend pour pas justement avoir des nouvelles villes, non, c'est de résoudre des problèmes qui sont vraiment très, très compliqués. Exactement. Et avec à leur tête, bien entendu, de faire parvenir jusqu'à chaque village l'électricité, l'eau potable et le gaz naturel. Comment cela va se faire? Et ce type de citoyens aussi n'ont pas touché le développement qui a été réalisé dans les autres pays, partout en Égypte. Dans les nouvelles villes, vous parlez des nouvelles villes. Oui, ils n'ont pas senti le résultat de tout ce qu'ils voient dans les médias. Maintenant, c'est le temps de le sentir. Je crois que ça va encourager pas justement ces gens à travailler plus, mais ça va aussi encourager beaucoup d'investisseurs égyptiens et étrangers de rentrer dans ces villes, avoir de financement pour ces gens de travailler de qualité avec de la machinerie et industrie limitée sur la taille d'économie dans ces endroits. Et je crois que ça va avoir un grand impact positif dans les années prochaines. Bien sûr, et sûrement que ça va affecter les prix des terrains. Avec ce développement, les prix vont certainement ne vont pas rester les mêmes. Pas dans ces petites villes. Maintenant aussi, je sais que le gouvernement étudie que le développement urbain dans ces villes soit vertical, pas étendu, horizontal. Et ça va diminuer. C'est-à-dire le nombre de populations dans ces villes, au lieu de s'étendre dans des nouvelles lots qu'ils vont construire, c'est plus facile pour eux pour conserver le terrain agriculturel, de s'étendre verticalement et bâtir faire des bâtiments 3 ou 4 ou 5 étages, mieux que d'avoir développé et coupé les terrains agriculturels. Mais de toutes les manières, à ce que je sache, quand on bâtit une construction sur un terrain agricole, le terrain, il est complètement... C'est aussi interdit. Mais la solution n'est pas dans ce terrain. La solution, c'est de créer de nouvelles villes pour attirer la population qui augmente dans d'autres zones de développement dont on a besoin de main-d'œuvre. Donc la présidence, elle travaille sur 2 lignes en parallèle, les nouvelles villes et la restauration, si l'on peut dire, des villages déjà existants et qui sont dans des conditions vulnérables. Et on a vu beaucoup de déclarations qui disent que le développement de la population égyptienne, qui dépasse 2,5 millions par an, doit avoir en parallèle des grands plans de développement de nouvelles villes et d'activités. Ce n'est pas justement des villes pour le résidence, mais on doit avoir des activités économiques qui attirent ces gens pour avoir plus de travail. Les gens cherchent le travail, pas la résidence. Donc je reviens au point qu'on a soulevé tout à l'heure concernant l'eau, l'électricité et le gaz naturel. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire parvenir à ces 4000 villages? Ça ne demande pas une planification depuis des années et des années? Ou bien c'est une chose qui peut se faire à n'importe quel moment? La distribution d'électricité est le plus simple. Mais l'eau potable est un peu plus difficile, mais le plus difficile, c'est le gaz, bien sûr. Oui, et les réseaux sanitaires. Parce qu'avoir sur des grands terrains qui sont étendus, construire des plans pour le traitement des égouts, ça coûte cher. C'est très coûteux. Et ce n'est pas facile, parce que ça dépense beaucoup d'argent pour connecter ces grandes distances. Je crois que le plus difficile, c'est les réseaux sanitaires. Mais cela, ça certainement va se faire. Oui, et ça demande beaucoup de financement. Ben justement, à propos des financements, on l'a vu, comme on l'a vu tout à l'heure dans les images, beaucoup d'hommes d'affaires, ou la majorité des hommes d'affaires égyptiens, se sont engagés dans cette initiative.
Les hommes d'affaires et les NGO, la société s'engagent après le gouvernement. Et le gouvernement a donné l'exemple. Ils ont commencé par le financement direct par l'État. Donc les gens et les donneurs viennent après le gouvernement. Et c'est le cas dans ce dossier. Bon, dites-nous comment est-ce que vous pensez qu'une fois ce plan achevé et qu'on aura assuré une vie décente pour tout le monde, comment est-ce que cela va se refléter sur le comportement et le profil du citoyen égyptien? Je crois que les 10 dernières années, on a vu clairement que la relation entre les citoyens, le peuple égyptien et l'État était en état qu'on devait travailler dessus. Et chaque année, on trouve que l'État dépense beaucoup d'efforts pour améliorer cette relation. Je crois que maintenant, ce qui se passe aujourd'hui et les résultats sur le terrain, pas de théorie, les plans, maintenant, ils sont de réalisation. Et cette réalité, maintenant, touche la personne égyptienne, la personnalité égyptienne. Il y a beaucoup plus de confiance entre l'État et les Égyptiens. Bon, et sur le plan économique, comment est-ce que cela va affecter le pays? Bien sûr, ça va encourager les investisseurs essentiellement égyptiens. Le peuple a bien travaillé et les investisseurs étrangers ne viennent jamais que quand ils voient les investisseurs égyptiens travailler. On est dans un état vraiment très exceptionnel de point de vue investissement. Dans toute la région, dans notre entourage, le seul pays où il y a des dossiers de développement de cette taille, c'est l'Égypte, en Afrique et le Moyen-Orient en même temps. Et ça encourage partout les grandes boîtes d'investissement, les conseils de financement, d'encourager ces boîtes d'investissement de venir et travailler en Égypte. C'est un grand pays qui dépasse les 100 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à l'arrivée d'investisseurs étrangers dans ces 4000 villages? Je suis sûr 100% qu'il y aura d'investissements locaux et prochainement des investissements étrangers. On l'espère. Bon, on va passer à notre reportage qui concerne bien entendu notre sujet aussi, où le Conseil de la jeunesse arabe pour le développement intégré a choisi l'initiative Vie décente comme la meilleure initiative au niveau du développement et au niveau humanitaire aussi dans le monde arabe. Le projet national Vie décente est une initiative à l'échelle nationale visant à assurer une vie décente à toute la population égyptienne. Cette initiative présidentielle souhaite assurer aux citoyens égyptiens une vie digne de sa longue résistance face aux remous d'ordre politique et social qu'il a vécu. Donc un reportage et on en discute tout de suite après. L'initiative lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi Vie décente a été choisie comme la meilleure initiative au niveau développemental et humanitaire dans le monde arabe par le Conseil de la jeunesse arabe pour le développement intégré. Le bureau exécutif composé de 19 pays arabes a décidé de décorer l'initiative lors d'une cérémonie organisée jeudi prochain à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2021 en présence de 200 jeunes représentant 22 pays arabes, des organisations internationales, régionales et des personnalités publiques arabes, a déclaré la présidente du Conseil, Mouchira Ghali. Le Conseil a suivi avec intérêt l'initiative présidentielle lancée en 2019, alors que l'Égypte relevait des défis considérables, a-t-elle dit. Elle a salué le souci du président Assisi de placer les familles égyptiennes les plus démunies en tête des priorités. Selon la présidente du Conseil de la jeunesse arabe pour le développement intégré, l'initiative s'est fixée une approche globale consistant à lutter contre la pauvreté multidimensionnelle et à investir dans la construction de l'être humain.
Donc, comme on vient de le voir, cette initiative a une reconnaissance sur le plan mondial et international comme l'une des meilleures initiatives du monde sur le plan humanitaire. Alors ici, je vous dirais, est-ce que la plupart des pays du monde se met sur le dos la responsabilité de la qualité de vie de ses citoyens? Ce type de reconnaissance mondiale est très important. Mais je peux dire que malheureusement, on ne se voit pas les grandes réalisations qui sont faites en Égypte. Le monde ne les voit pas. On ne fait pas assez d'efforts pour marketing tout le travail qu'on a fait en Égypte. Le dossier, par exemple, des bidonvilles et de résidences qui a été établi, qui dépasse les 300 000 unités et appartements qui ont été distribués, construits, distribués par l'État. L'Égypte a terminé les bidonvilles dangereux. Et c'est un très grand dossier qu'on ne le voit pas dans les autres pays du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe plus de bidonvilles en Égypte? Non, bidonvilles dangereux. Il y a plusieurs types de bidonvilles. Bidonville dangereux, c'est-à-dire la qualité de bâtiment pour les habitants est très dangereux dans leur existence. Et c'est terminé presque 100%. C'est une réalisation qui est vraiment un autre record. Et c'est pour cela que je dis que les citoyens égyptiens, maintenant, ils ont senti qu'il y a des réalisations. Mais on ne se voit pas dans les autres pays. C'est un dossier, c'est une réalisation comme ce record international dans Haya Karima, mais aussi un dossier tel le dossier des bidonvilles dangereux. C'est vraiment honneur pour tous les Égyptiens qu'on le fait. Aussi que dans le domaine de l'électricité, la crise dans l'électricité, maintenant on a un surplace qui dépasse les 40% de production d'électricité qui doit être utilisée dans l'industrie. Et c'est un record dans le temps qui a été réalisé. Je vois que 15 nouvelles villes, c'est aussi un autre record qu'on le sentit. Ce n'est pas les pauvres qui le sentent, mais on le sent tous. Les réseaux routiers, notre record dans les réseaux routiers est aussi un record extraordinaire. Donc, je crois que tout le monde, dans tous les niveaux, les citoyens, ils sentent bien les résultats du grand travail qui a été fait. Et c'est pour cela que je dis que c'est la plus grande base de créer une bonne relation et confiance entre le peuple égyptien et l'État. Et c'est le plus grand exploit, c'est ce point. Bon, comment est-ce que le niveau de vie des citoyens d'un pays peut affecter l'économie du pays? Parce que pour un citoyen ordinaire, il se dit, si lui personnellement n'a pas de problème, que de toutes les manières, le niveau des autres citoyens ne l'affecte pas. Mais en fait, ça affecte tout le monde. De point de vue investissement, pour l'économie du pays et pour son développement. L'économie, on se voit de l'extérieur. Je parle à propos des grandes boîtes de consultation qui travaillent comme consultants pour les investisseurs. Les grands investisseurs, pour travailler en Égypte, ils consultent les grandes boîtes de consultation. Ces boîtes, dans tous les rapports que je suis toujours, je vois clairement que tous les indicateurs sont très positifs. Un grand pays avec grande population, mais aussi un grand support et un grand plan pour l'État pour se développer, et très rapidement. Quand on voit la taille de développement, ce sont des chiffres énormes. Donc il y a du travail. Et comme il y a du travail, il y a d'investissement. Donc ça reflète sur les activités commerciales, les activités économiques et directement sur l'économie de tout le monde. Parce que tout le monde participe. Finalement, comment cela va se refléter sur le comportement du citoyen? Le comportement
aussi, c'était une très grande crise, le comportement des Égyptiens, surtout dans les années 2011. Pourquoi? Parce que cette relation était détruite. Maintenant, le dossier de sécurité était en parallèle un grand objectif pour l'État, à côté du dossier de développement. Et on ne peut pas séparer les deux dossiers. Donc le comportement, le respect de la sécurité a aussi été amélioré avec le respect du développement économique. Je vous donne un exemple. Par exemple, on voit bien que les grands bidonvilles, les bâtiments sont sans licence, qui ont été construits dans les années 2011 et tout. Maintenant, on les détruit. Et je voulais vous dire que c'était très dangereux de toucher ce dossier. Maintenant, on voit que les gens, ils acceptent. Pas facilement. Vous parlez de quel bâtiment? Par exemple, autour du Caire, oui. Il y a des développements. Qui ont été les bâtiments qui étaient construits sur des terrains agricoles? Exactement. Oui. Maintenant, on voit que les plans pour améliorer les réseaux routiers, ils démolissent tout ce qui était construit sans licence. Moi, personnellement, c'est mon travail, j'attendais une très grande crise et c'est très dangereux de toucher tel volume de bâtiments. Mais ça a été accepté. Mais à la fin, il n'avait aucune justification légale pour la propriété de ces terrains. Donc c'était des terrains en quelque sorte volés à l'État. Bien sûr, mais la taille était grande pour que la sécurité et le développement, les deux ensemble, peuvent convaincre les gens qu'on va le faire. Et nous tous, on sentait que tous ces bâtiments qui ont été considérés un type de bidonville n'étaient pas bien quand on visite d'autres villes et d'autres pays. On voit que l'état de l'urbanisme en Égypte était presque détruit. Ce dossier que l'État a pris en parallèle, développement urbain et en même temps sécurité, ça indique le respect maintenant de la population pour l'État. Parce qu'en fait, l'État, ce qu'il a fait, il ne les a pas détruits et mis les gens à la rue. Exactement. Il les a détruits et a offert un remplacement, voilà, avec des maisons bien plus décentes que ce qui était violé, en fait. Et c'est ça la réponse à votre question. La relation entre les citoyens et l'État. Maintenant, c'est une relation qui est complètement différente. Il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de respect, et on doit respecter l'État pour avoir plus de discipline. Et c'est comme ça qu'on peut développer notre pays. Ça, c'est vrai. Bien sûr que la relation entre les citoyens et l'État, ils ont vu qu'il y a un vrai développement en Égypte. Mais là, moi, je vous parlerai plutôt sur le plan éthique. Dans les années 40, par exemple, les Égyptiens, c'était, même quand on regarde les films égyptiens d'avant, on reconnaît, même sur le plan du langage, une certaine classe que tous les Égyptiens avaient dans toutes les classes sociales, même les plus vulnérables. Qu'est-ce qui est arrivé aux citoyens égyptiens? Pourquoi ça s'est dégradé? Et comment faire pour justement regagner ces bonnes manières? C'était une qualité très unique d'éducation, de culture. Des dizaines d'années ont détruit cette qualité d'éducation et de culture et de vie sociale et de relations entre les gens et de respect. Et même sur le plan vestimentaire, sur le plan vestimentaire. Quand on voyait les étudiants dans les universités, dans les films arabes d'avant, avec quelle élégance ils allaient à l'université, les gens dans les transports publics, je veux dire, ça touchait à tout le monde. On voudrait regagner ce bon goût. Bien sûr, et on avait un héritage urbain. Le Caire a été construit comme une copie de Paris, avec la même qualité, et le même respect, le même goût et les mêmes architectes qui ont travaillé dans plusieurs pays, en Italie, les Belges et les Français. Et donc le respect était partout. La qualité de culture, d'éducation était complètement différente. Maintenant, pour rétablir, pour gagner ce qu'on a perdu
ce n'est pas dans quelques années. Oui, mais Et alors comment le regagner justement, même si ça demande du temps, disons que ça va nous prendre 10 ans par exemple, mais comment? C'est le rôle de qui? C'est le rôle de l'école, des médias, de la maison. Je prendrai l'exemple du Japon, par exemple. Regardez la discipline des Japonais dans la rue, avec leurs enfants, à l'école. Tout le monde parle absolument la même langue dans toutes les classes sociales. Le problème, c'est bien l'exemple du Japon. Le Japon ont été démolis soudain dans une guerre qui n'a pas dépassé 1 ou 2 ou 3 ans. Mais la qualité du personnel du Japonais, son éducation, son héritage, son respect pour son pays, on ne l'a pas perdu. Donc, pour l'établir, l'Allemagne, c'était le même cas. On n'a pas perdu la qualité de la personnalité même. Mais des dizaines d'années en Égypte, on a perdu la qualité du citoyen. Donc, ça demande du temps. On parlait une fois du secret de l'efficacité de l'école allemande. Et des responsables en éducation ont dit que le secret était que dès le premier jour à l'école, on apprenait aux Allemands d'être fiers d'être Allemands et de très bien connaître l'histoire de leur pays. C'est ce qui fait leur force et c'est ce qui fait leur fierté et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui leur donne le sens de faire attention à ne pas toucher ou affecter cette fierté. Donc ça affecte tout de suite le comportement. Je crois que moi personnellement, vous, les Égyptiens, ont commencé à sentir une très grande fierté quand on a vu l'inauguration du musée. Oui, on le sent maintenant. Mais on a toujours été, moi personnellement, j'ai toujours été fière de l'Égypte et je dirais comme, je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais si je n'étais pas égyptien, j'aurais souhaité être égyptien. Oui, on reçoit beaucoup de bureaux dans la Fédération internationale qui nous visitent d'autres pays. Et quand on va pour visiter les pyramides, on est fiers. Et quand on va pour visiter la nouvelle capitale administrative ou l'Alamein, on est aussi fiers. Monsieur l'ingénieur, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Le temps a filé très vite avec vous et on vous remercie pour vos informations précieuses. Et on va terminer par un dernier reportage qui va concerner l'état du Covid-19 en Égypte où le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec plusieurs ministres et des hauts responsables de la santé. Cette réunion a abordé le suivi de la situation actuelle concernant le coronavirus au niveau local et on espère qu'elle va s'apaiser. Merci de nous avoir suivis et à demain avec un nouveau collègue. Au revoir.